Bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. Nous sommes toujours ensemble pour le Point des idées, deuxième partie, toujours avec Étienne Gernel, le directeur du Point. Et notre invité pour cette deuxième partie est une pointure, une vraie, Laurence Boone, qui est économiste en chef de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'une des institutions les plus écoutées au monde. Elle s'est illustrée dans la finance par le passé, notamment chez Bank of America Merrill Lynch, mais aussi dans la vie publique, il faut bien le dire, puisqu'elle a été conseillère économique de François Hollande, succédant à un certain Emmanuel Macron qui a eu un peu d'avenir après. Bonjour Laurence Boone, bienvenue. Bonjour, merci. On est très content de vous recevoir Laurence Boone parce que vous nous annoncez des bonnes nouvelles. Les perspectives de croissance se sont améliorées considérablement. Vous tablez désormais sur une hausse du PIB mondial de 5,8% en 2021. Ça fait des mois qu'on demande avec Étienne chaque semaine à nos invités s'ils prévoient pour l'après-pandémie les années folles ou la guerre civile. Est-ce que ça veut dire qu'on peut regarder l'avenir avec optimisme et que les scénarios les plus noirs sont derrière nous ? Il faut toujours regarder l'avenir avec optimisme et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut écarter tout scénario noir. C'est vrai que c'est la reprise la plus spectaculaire depuis les chocs pétroliers, en fait. Donc c'est très très fort et ça pourrait me mettre encore plus fort. On voit l'appétit des gens à sortir et à faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire pendant un an. Maintenant, il y a deux choses. Le premier, c'est que le virus n'est pas complètement parti. On ne vaccine pas assez. Vous entendez parler de variants tous les jours et ces variants pourraient revenir et redemander des mesures de restriction de l'activité économique. Et puis la deuxième chose, c'est une reprise très très inégale. Il y a à la fois au niveau des pays, il y a des pays comme la Chine ou les États-Unis qui sont déjà revenus à l'avant-crise et d'autres qui mettront peut-être 2, 3 ou 4 ans avant de retrouver leur niveau précédent. Oui, c'est-à-dire que globalement, les pays du G20 ont retrouvé déjà leur niveau de croissance au premier trimestre, leur niveau de PIB de l'avant-crise. Alors, globalement, oui. Quand on regarde à l'échelle mondiale, on est revenu à peu près au niveau d'avant-crise, mais quand on regarde pays par pays, non, ça n'est pas vrai de tous les pays. En fait, quand on regarde le niveau de PIB par tête, qui est à peu près votre... alors, j'ai le mot en anglais, je suis désolée. Le living standard, enfin, la façon dont vous et moi, voilà, le niveau de vie, merci, j'ai un peu honte. Le niveau de vie, lui, en revanche, n'est pas revenu à ce qu'il était en 2019, en France ou en Italie ou dans d'autres pays européens. Alors, on vient directement dans le sujet. Est-ce que la pandémie n'a pas accéléré cette bascule de la planète vers l'Est, vers l'Asie? Est-ce que finalement ce qui s'est passé pendant la pandémie et ce qui est en train de se passer maintenant n'est pas en train de démontrer, de confirmer une forme de déclin de l'Occident et plus particulièrement de l'Europe? Alors je pense qu'il n'y a pas de fatalité du tout. Et il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'Asie était mieux préparée, on peut le dire. Ils ont déjà eu des épisodes de SARS et donc dès que le Covid est arrivé, ils ont mis en place très très vite, ils ont identifié la menace très vite et mis en place très très vite des réponses qui leur ont permis de limiter les restrictions à l'activité et les périodes de confinement que nous on a eu. Nous on a été touchés très fort. On l'a beaucoup moins vu venir et du coup on était moins préparés, on n'a jamais eu ça. Comme vous savez, tout le monde a parlé de l'épidémie depuis 1918, donc effectivement ça date. Donc ça c'est la première chose, ça donne un avantage effectivement puisqu'on chute moins, on rebondit moins, mais en tous les cas on préserve plus l'existant. Après, on voit quand même dans la façon de gérer cette crise que c'est absolument extraordinaire. On ne l'a jamais gérée de cette façon. Et ça, je trouve que ça donne de l'espoir sur le fait qu'on peut changer et qu'on peut utiliser tous les outils de politique économique qu'on a dans cette reprise pour justement enrayer cette suspicion ou cette crainte qu'effectivement il y a un décrochage. Alors pardon, mais je reviens un peu sur le sujet du déclin et je vais m'appuyer non pas sur un économiste, mais sur un écrivain qui s'intéresse beaucoup à l'économie, qui est Michel Houellebecq. Et dès 1998, c'était dans les particules élémentaires, il écrivait, il situait le contexte de son livre dans le pays, je le cite, le pays qui lui avait donné naissance basculait lentement, mais inéluctablement dans la zone économique des pays moyens pauvres. Est-ce que c'est vrai de la France, ça, globalement, quand on regarde depuis 20 ans, est-ce qu'on n'est pas en train petit à petit de s'appauvrir un peu par rapport au reste de la planète? Vous pouvez voir des pays d'Asie, par exemple. Vous êtes peut-être un adepte du verre à moitié vide, mais on peut voir les choses de façon complètement différente. Je pense que c'est pas vrai qu'on s'appauvrit. Non, mais relativement, on va dire.
Non, mais les autres s'enrichissent et rattrapent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça fait effectivement à peu près 20 ans qu'avec l'ouverture des échanges extérieurs, avec la rapidité de transport, avec le fait qu'on puisse installer une entreprise dans un pays ou dans un autre, les pays d'Asie qui étaient pauvres, pour le coup, sont devenus des pays émergents, ont aussi connu des crises. Et effectivement, leur niveau de vie en moyenne se rapproche d'une autre en distribution, c'est-à-dire de savoir s'il y a des inégalités, elles sont encore plus importantes là-bas. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils nous rattrapent, c'est pas nous qui déclinons. Oui. Après, ça ne veut pas dire que tout va bien. Pardon. On va y venir, évidemment. Cette reprise, elle est inégale. Dites-vous, comment est-ce que l'Europe se place dans cette perspective de reprise mondiale et la France? Est-ce que la France est à la traîne? En vérité, je pense que d'un point de vue de gestion de politique économique et financière, l'Europe a agi de façon assez extraordinaire et totalement différente de la crise financière. D'abord, ils ont été très rapides. Celle de 2008-2010, oui. Oui, pardon. Très rapides, très massifs, à la fois au niveau européen et au niveau national. Et du coup, ça a vraiment préservé le tissu, la fabrique économique. Un truc qui est incroyable à regarder, c'est l'évolution du taux de chômage aux États-Unis et l'évolution du taux de chômage en Europe. On a chuté à peu près 3 à 4 fois de moins que ce qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique. Et le revenu des ménages n'a pas baissé, alors qu'on n'a pas... alors qu'il y a eu un arrêt ou surpause de l'économie pendant très très longtemps. Ça fait partie des bonnes nouvelles de la semaine sur le front de l'emploi. En France, malgré la crise, les créations d'emplois ont enregistré un rebond plus fort qu'attendu. Dans le secteur privé, au premier trimestre, plus 0,5%, 88 000 créations d'emplois nettes d'après l'INSEE. Ça veut dire que cette hausse du chômage, cette explosion même du chômage qu'on nous a prédit parfois au plus fort de la crise, on n'y est pas encore, mais est-ce qu'on est sorti d'affaire pour autant ? Alors, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, il y a deux choses. D'abord, il y a un aléa. C'est comme on a protégé énormément les entreprises, comme vous savez, on est dans un truc incroyable où, en dépit d'une crise mondiale, comme on n'en a jamais vu, les niveaux de faillite d'entreprises est bien inférieur à ce qu'on voit en temps ordinaire. Donc, d'abord, il y a des choses à faire pour éviter pour éviter qu'on voit de nouveau des faillites. La façon dont on retire ou on module le soutien à l'économie va être très importante. Mais évidemment, ça peut avoir un impact sur l'emploi. La deuxième chose, c'est qu'avec l'activité partielle, c'est vrai qu'on a préservé l'emploi des personnes, leurs revenus aussi. Mais là, il y a encore beaucoup d'inégalités. Cette fois, c'est moi qui vais souligner le côté moitié vide du verre. On a regardé par niveau de qualification ce qui s'était passé sur l'emploi pendant toute l'année 2020. Il y a des créations d'emplois pour les personnes très qualifiées, comme vous. Et les personnes moyennement ou peu qualifiées, en revanche, il y a de l'emploi qui a été détruit. Et ce qui nous inquiète vraiment, c'est quand on regarde les secteurs les plus touchés, l'hôtellerie, la restauration, les événements sportifs, tout ce qui demande des contacts avec un certain nombre de personnes, c'est souvent des jeunes avec des contrats précaires et des qualifications peu élevées. Et ça c'est une épine du pied qu'il va falloir traiter. Est-ce que la désindustrialisation continue, en fait? On a préservé des choses, mais est-ce que la désindustrialisation continue en France? Je reviens à mon économiste préféré qui est Houellebecq, et qui, dans La Carte et le Territoire, décrivait une France qui était en fait un vaste parc d'attractions pour des touristes chinois ou indonésiens qui, eux, étaient riches parce qu'eux avaient gardé de l'industrie. Est-ce que cette prévision-là, qui est sombre aussi, elle tente à se réaliser? Je pense que c'est tous les pays avancés, donc en gros, quand on regarde l'Europe, c'est à peu près tout le monde, sauf l'Allemagne et l'Irlande, se sont désindustrialisés. Et puis ça fait partie du processus d'évolution naturelle des pays, de passer d'une économie très agricole à une économie très industrielle et après une économie de services. Et donc l'industrie, c'est vrai, est beaucoup partie dans les pays asiatiques dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est une fatalité? Non, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a vu ça. Et il y a des bonnes raisons qui sont celles de l'évolution normale. Il y a des mauvaises raisons, et vous m'y faisiez penser tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait la croissance et qu'est-ce qui fait qu'on a une industrie vibrante? Mais c'est que les gens soient très bien éduqués, qu'il y ait beaucoup d'appétit pour faire de l'innovation et de la recherche, qu'elle soit transmise aux entreprises, qu'il soit facile de créer une entreprise. Et là-dessus, on a beaucoup de choses à améliorer.
Malgré tout, on parlait de l'argent qui a été donné un peu partout aux entreprises et aux particuliers et aux revenus qui ont été maintenus. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte », qui est peut-être plus fort en France qu'ailleurs, mais qui malgré tout est assez général. Et tout ça a été financé comment ? Beaucoup par de la création monétaire, puisque les banques centrales ont racheté les dettes d'État, notamment la BCE chez nous en Europe. C'est la planche à billets, comme on dit traditionnellement. Est-ce que ça ne vous donne pas le vertige ? Est-ce que, alors tout le monde est à peu près d'accord sur le sujet, en disant on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut inonder un peu l'économie d'argent, mais est-ce que ça vous donne pas, est-ce que vous dites pas, on crée les bulles de demain, est-ce qu'on ne risque pas une crise financière puissance 1000 parce qu'on aura déversé beaucoup trop d'argent dans l'économie ? Alors, pas maintenant, mais un jour. Non, mais vous mettez le doigt sur un point qui est super intéressant, c'est où va l'argent en fait. Parce qu'il n'y a aucun doute, je pense, pour personne, que quand on ferme l'économie comme ça, il faut effectivement à la fois maintenir le niveau de revenus des ménages, au moins dans une certaine mesure, on ne va pas ajouter des crises personnelles. Et ça demande de l'argent qu'on lève sur les marchés. Et effectivement, la BCE, en rachetant de la dette, elle fait qu'on peut lever cet argent, on peut s'endetter plus facilement. Maintenant, si l'argent va pour préserver les entreprises, pour préserver les ménages et pour les investissements, vous allez le retrouver sous forme de croissance. Donc ça va aller. Ce qui peut inquiéter, c'est que moi, ce n'est pas tellement la dette Covid qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on s'endettait doucement, et c'est un des sujets que je sais est cher à votre cœur, mais qu'on s'endettait doucement, mais sûrement, depuis des décennies avant. Et ça, sans avoir d'évolution de la satisfaction et de la perception du bien-être des personnes. Et c'est ça qui est inquiétant, puisqu'effectivement, là, du coup, on est encore plus endetté. Et en même temps, est-ce que vraiment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'argent va où il doit aller ? Est-ce que ça améliore le bien-être des gens ? Est-ce que ça améliore la croissance ? Si on regarde, on était avec les Gilets jaunes avant, mais pas forcément. Donc, il faut se poser vraiment cette question de comment est utilisé cet argent. Et sur les bulles, je ne vous ai pas répondu, mais on pourra revenir. Oui, non, mais justement, les bulles, parce qu'au moment de la crise des subprimes, enfin dans les années qui ont suivi, on a dit, on a été irresponsables, on a laissé se créer de la spéculation, des bulles financières, il y avait aussi beaucoup d'argent qui circulait sans forcément de contrepartie, en tout cas de valeur. Est-ce que là, et d'ailleurs on voit que les marchés financiers se portent plutôt bien, est-ce qu'on peut avoir des bulles qui explosent un jour, qui seront nées de tout cet argent, de toute cette création monétaire ? Alors, je pense que c'est 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, en préservant le revenu de tout le monde, il y a des personnes qui épargnent le plus, et celles qui épargnent le plus sont naturellement celles qui ont déjà des revenus et de l'épargne conséquente. Donc oui, on voit et c'est sûr, de l'argent partir sur les marchés financiers, dans des investissements, des gens achètent des actions, des maisons, etc. Et oui, effectivement, il faut se poser la question de est-ce qu'on n'a pas une inflation de ces prix-là ? Est-ce que l'immobilier ne devient pas hors de prix il y a une grosse différence, c'est le deuxième point par rapport à la crise financière, c'est que la crise des subprimes aux États-Unis, elle s'est faite dans un contexte où la réglementation sur les institutions financières n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Après cette crise, on a resserré les boulons à tous les niveaux de façon coordonnée internationale. Et je ne serais sûrement pas assez prétentieuse pour aller dire donc on ne verra plus jamais ça. Mais on a mis des coussins et des filets de sécurité qui sont bien plus importants que ce qu'on avait avant. On a beaucoup dit et entendu depuis le début de cette crise qu'elle avait aggravé les inégalités qui existaient déjà. Est-ce que ça se vérifie ? Est-ce qu'on a là des indicateurs pour confirmer cette affirmation ou pas ? À ce stade, d'abord, toutes les crises aggravent les inégalités. Évidemment, vous avez plus de chances de perdre votre travail si vous avez un contrat précaire et que vous êtes moins qualifié. Maintenant, celle-ci, effectivement, c'est un peu la double peine. D'abord parce qu'elle dure longtemps. Pour les étudiants qui ont cherché du travail l'année dernière, c'était compliqué. Quand ils vont le rechercher cet été, ça va à nouveau être compliqué. Mais surtout, elle touche vraiment des secteurs où on va retrouver beaucoup de personnes moins qualifiées, avec des contrats précaires, qui naturellement ont plus de difficultés à entrer et rester et progresser sur le marché du travail. Alors même que, et c'était votre question Étienne, alors même qu'en même temps, les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le revenu supérieur de richesse ou des ménages, eux ont épargné, n'ont pas pu dépenser comme d'habitude, donc ont vu leur bas de laine grossir. Donc oui, on voit ces inégalités s'accroître, bien sûr. La dette, on va la rembourser, on est bien d'accord ? Alors, on va rembourser une partie de la dette, évidemment.
Après, on ne rembourse jamais toute la dette. Pourquoi ? Il y a 2 choses qui, je pense, sont importantes. La première, c'est à quoi sert la dette ? Vous construisez un hôpital. Vous construisez une nouvelle école ou une nouvelle université. Avec un peu de chance, ça ne va pas nous servir que vous êtes plus jeune, mais j'espère pas que à nous, mais aussi à nos enfants, à nos petits-enfants, à leurs enfants. Donc, on s'endette pour répartir la charge sur plusieurs personnes. Donc ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est que malheureusement, nous 3, un jour, allons nous retrouver à la retraite. Nous serons moins jeunes, moins beaux, moins dynamiques. Et pour notre retraite, on a besoin d'épargner. Et l'actif le plus sûr, c'est quand même la dette de l'État. Donc, il faut toujours qu'il y ait un coussin de dette parce que nous 3 et les personnes qui nous regardent vont épargner de cette façon en achetant de la dette de l'État qu'elles vendront plus tard et que quelqu'un d'autre achètera. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce qu'on va stabiliser cette dette ? Est-ce qu'on va y arriver ? Et ça, je pense que c'est la bonne question parce qu'effectivement, elle augmentait tranquillement mais sûrement avant la crise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à penser différemment les finances publiques. Si je la fais très courte, si vous me laissez juste 10 secondes, on a un tout petit peu tendance en France à laisser les dépenses augmenter. Et parfois, en crise, on ne prend pas des mesures temporelles, mais elles vont s'inscrire dans la durée. Et comme ça finit par nous coûter cher dans la durée, on augmente un coup les impôts. Et en faisant ça, petit à petit, on est arrivé à être les champions de l'OCDE en matière de dépenses publiques et d'imposition. Et c'est pour ça que je dis qu'il va peut-être falloir réfléchir différemment. Alors, vous posiez la question tout à l'heure, où va l'argent ? Vous pointez 3 domaines principaux dans lesquels les États doivent absolument investir aujourd'hui et dans les années qui viennent pour accompagner cette reprise, la santé, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique. Comment investir massivement dans ces domaines-là tout en stabilisant la dette ? Alors, je vais vous répondre en 2 temps. D'abord, quand on investit dans des domaines comme ça, il faut former des gens, il faut les éduquer. Je pense qu'en comptabilité nationale, aussi bizarrement que ça puisse paraître, investir dans l'éducation n'est pas compté comme un investissement, mais comme une dépense de consommation. Donc nous, là, on va dire que c'est un investissement. Vous allez fermer certains barrages, par exemple, pour ouvrir d'autres sources d'énergie renouvelable et pourquoi pas faire des investissements dans le nucléaire. Mais ce n'est pas que du dur, ce n'est pas que du béton. Il faut former les gens, il faut garder un niveau de connaissance, il faut savoir les adapter. Donc on crée des emplois. On crée des emplois, on investit, ça fait monter la croissance. Et c'est avec la croissance, vous regardez sur les 100 dernières années, les pays qui ont réussi à baisser leur dette, c'est en ayant une croissance plus élevée que celle qu'on a en tendance. Donc ça, c'est la première chose et je pense que c'est hyper important. Et pour ça, effectivement, il faut aussi qu'on arrive à faire des choix. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation ? Comment est-ce qu'on le fait ? Par exemple, on vous dit toujours, oulala, il faut former il faut former ces jeunes qui n'ont pas d'emploi. Il faut peut-être se poser la question, d'abord, on forme rarement les gens qui n'ont pas d'emploi. On forme beaucoup plus ceux qui ont un emploi, donc peut-être qu'on peut se demander comment on fait pour changer ça. Et la deuxième chose, c'est que les jeunes qui n'ont pas forcément d'emploi et qui ont quitté l'école, la première chose qu'ils ont envie de faire quand ils sont au chômage, c'est pas forcément de retourner à l'école. Donc peut-être qu'on peut se mettre à réfléchir à des solutions différentes, à travailler avec les entreprises, à faire ces formations dans les entreprises. Et ça, à nouveau, vous créez de l'emploi. Quand vous créez de l'emploi, vous créez des revenus de personnes qui ensuite vont pouvoir vivre mieux. Et c'est comme ça qu'on génère cette croissance. 2 petites questions pour terminer. Vous avez un parcours anglo-saxon en partie, puis vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous trouvez que les décideurs politiques en France sont nuls en économie ? Pas du tout. Est-ce que la culture de l'économie, peut-être pas d'ailleurs pas que les décideurs, mais en France est moins forte que dans d'autres pays ? Beaucoup de gens disent ça. Non, je ne crois pas. Et franchement, en plus, je trouve que le dialogue entre économistes et politiques n'a fait que croître pendant cette dernière décennie. Et, enfin, vous le savez, c'est partout. Les économistes ont consulté par le ministre, par le président. Après, l'avantage qu'on a, nous, à l'OCDE, puisque c'est la minute de publicité, c'est qu'effectivement, on voit ce que font tous les pays. Et que dans les périodes de crise comme celle-là, on est une espèce de plateforme d'information pour tel pays, il a fait son activité partielle comme ça. Celui-là, il a mis les personnes qui étaient, par exemple, des chauffeurs Uber. Voilà comment il a trouvé une solution pour les protéger pendant cette crise. Je pense que se développe beaucoup plus cet appétit de regarder à droite, à gauche ce qui se fait et ce qu'on peut en tirer. Ça, c'est super. En un mot, vous avez succédé à Macron comme conseillère à l'Élysée. La politique, un jour, quand même ?
vous lui succéderiez dans son fauteuil actuel? Non, alors je vous rassure, Ça je vous ne vais pas intéresse? faire de déclaration de candidature On aujourd'hui. a besoin de femmes en politique. Merci beaucoup Laurence Boone, merci Merci. beaucoup pour votre temps et pour ces éclairages. On rappelle à tout le monde d'ailleurs que le site de l'OCDE est absolument passionnant, c'est une mine d'informations, j'y passe moi-même beaucoup de temps. Et merci à vous tous de nous avoir suivis, merci Sonia. Et on se retrouve pour une prochaine émission du Point des idées, juste après les élections régionales et départementales. À très bientôt sur LCI. Excellent après-midi.